Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour suivre cette rencontre intitulée Parcours de femmes migrantes en Méditerranée. Nous accueillons ce soir Camille Schmoll et Louis-Philippe d'Alembert. Bonsoir à tous les deux. Vous avez chacun écrit sur le sujet, vous Camille en tant que géographe et vous Louis-Philippe en tant que romancier. Alors quelques mots pour vous présenter. Camille Schmoll, vous enseignez à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes donc spécialiste des migrations et votre dernier livre, Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée, est paru il y a quelque temps à la découverte. Alors il s'agit d'une enquête, c'est important de le dire, menée dans le cadre d'une réflexion féministe et qui s'appuie sur des récits de migrantes permettant de comprendre le quotidien de ces femmes depuis leur lieu de départ, depuis même le projet de départ, jusqu'à leur vie dans les centres d'accueil en Italie, puisque c'est là que vous les avez rencontrées, en Italie et à Malte. Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes haïtien, né à Port-au-Prince. Vous avez publié de nombreux romans, des essais, également des recueils de nouvelles et de poèmes. Vous enseignez, vous aussi, puisque vous vous occupez cette année la chaire de création littéraire à Sciences Po Paris. Votre dernier roman, Mur Méditerranée, est paru aux éditions Sabine Vespizer en 2009 et il raconte la trajectoire de 3 femmes. Alors il y a Dima qui est syrienne, il y a Semar, érythréenne et Shoshana, nigériane, et elles vont se rencontrer sur un chalutier en Méditerranée alors qu'elles émigrent elles aussi clandestinement vers l'Italie. C'est un roman extrêmement fort, extrêmement réaliste et qui fait, on va le voir, largement écho aux travaux de Camille Schmoll. Alors une question très simple pour commencer, comment l'un et l'autre vous êtes-vous intéressés à ces femmes migrantes? Pourquoi particulièrement les femmes? Puisque en général quand on parle de migrants, voilà, on voit ces cohortes d'hommes sur des bateaux en Méditerranée qui souvent font naufrage. Alors pourquoi cet angle des femmes? Camille, peut-être? Moi, je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions de migration. Et il est vrai que les recherches sur les migrations, même s'il y a de plus en plus de recherches sur les femmes, mettent plutôt en avant des figures masculines. Et pourtant, les femmes constituent la moitié des migrants dans le monde. Donc c'est la moitié, c'est quand même pas mal. Et donc c'est parti de cette idée-là, bien entendu, c'est-à-dire rendre visible une présence qui est en grande partie minorisée, en particulier pour ce type de migration-là. C'est-à-dire qu'on se représente les femmes comme d'autres types de migrantes, mais rarement sur ces routes-là, sur ces routes de la migration dite irrégulière ou clandestine, même si les chercheurs souvent réfutent ce terme, mais bon, en tout cas, sur ce type de route, on a tendance à se représenter les migrations comme des flux essentiellement masculins. Or, on peut considérer aujourd'hui qu'elles constituent environ 1/5 des arrivées, ce qui n'est pas rien, 20%. Elles migrent parfois seules, parfois avec des enfants. Et puis aussi, on y reviendra peut-être après, mais aussi elles ont plus de risques aussi de mourir en route par rapport aux hommes. Et donc c'est aussi une des spécificités, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de mettre en avant quelles sont les spécificités de cette migration féminine par rapport à la migration en général. Louis-Philippe d'Alembert, le point de départ de ce roman, c'était un fait réel, je crois? Oui, mais avant même le point de départ, il y a le constat que Camille vient de faire et que cette migration a été pratiquement minorisée alors qu'elle représente la moitié, parfois même, et sur les bateaux maintenant, un petit peu plus, et je veux dire, que la migration masculine. Donc c'est quelque chose qui m'avait frappé et je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Alors que justement, il y a plus de risques aussi pour les femmes. Et Camille parlait de femmes qui voyagent avec des enfants, mais souvent on les voit arriver aussi avec des enfants et au sein. Donc, mais ce ne sont pas des enfants avec lesquels elles sont parties, ce sont des enfants qui sont des produits de viol en cours de route, parce que ces trajets-là, ce ne sont pas des femmes qui partent, le trajet, pardon, ne se fait pas en 1 an, ou en 1 mois ou 1 semaine, c'est des trajets qui sont sur 1 an, 2 ans, même parfois 3 ans, donc du coup, il y a le temps de se passer des choses, quoi. Beaucoup de choses se passent en cours de route, et ces femmes sont victimes de tout ce qu'on peut imaginer, de viols, de sévices, et ainsi de suite, donc moi j'avais envie d'écrire un roman sur
sur la migration, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que je viens d'une histoire qui est marquée par la migration, par la traite, la fameuse traite triangulaire, et donc tout caribéen, tout, disons, on va dire, tout américain dans le sens large du terme, vient d'une certaine façon de la migration, hormis ce qu'on appelle les natifs aujourd'hui. Donc il y a déjà cette histoire-là. Il y a l'histoire de l'esclavage qui est là, qui m'a toujours habité d'une certaine façon, sans que je le veuille moi-même. Donc c'est là. Et ensuite, je suis d'une génération quand même par rapport à Haïti, où il y a eu dans les années, fin années 70, jusqu'à la fin des années 80, ce qu'on appelait à l'époque les boat people. Il y avait beaucoup de boat people cubains et haïtiens qui essayaient de rejoindre les États-Unis. Donc là aussi, ça m'a marqué, c'est resté. Et une fois que j'ai vécu longtemps aussi en Italie, donc j'ai vu arriver cette vague de migration, peut-être bien avant que ça arrive ici en France. Donc on en parlait déjà en Italie, il y a de cela, je dirais même une quinzaine d'années. Donc du coup, c'était là, dans un coin de ma tête, je faisais mes recherches et puis je suis tombé justement sur ce fait divers dont vous avez parlé. Mais il faut savoir aussi que pour écrire ce roman, j'ai fait un séjour à Lampedusa où justement j'ai eu l'occasion de parler avec des femmes réfugiées. Et comme on dit, pas mal de femmes qui sont retenues dans un camp et donc dans un centre de rétention, on va dire. Et là, j'ai pu parler à ces femmes-là qui, avec réticence parfois, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui se déclenche et elles ont fini par raconter leur histoire. Donc je me suis inspiré de tous ces éléments-là pour écrire le roman. Alors, puisqu'on a commencé à parler de ce fait divers, hein, donc c'est quelque chose qui a eu lieu en 2014. Oui. C'est un pétrolier danois qui s'appelle le Tom Lotte, voilà, qui a sauvé en mer un chalutier en fait, qui était en train de périr avec plus de 700 personnes à bord. Mais c'est un appel qui avait été lancé par les autorités portuaires italiennes, donc romaines. Donc eux, ils ont intercepté le message et puis ils sont allés porter secours à ce chalutier. Moi, ce qui m'avait frappé, justement, quand on regarde, là aussi c'est pareil, je parlais tout à l'heure d'Amérique, pour nous, donc, pour nous Américains, donc je parle du continent américain, on sait bien que sur le bateau, il y a eu ceux qui sont arrivés sur le port et ceux qui sont arrivés dans la cale du bateau. Voilà. Et donc sur ce bateau-là, il y avait exactement la même configuration. Donc il y avait beaucoup de gens, presque les 2 tiers qui se sont retrouvés dans la cale du bateau, qui étaient des subsahariens en grande partie. Donc sur le pont du bateau, il y avait des gens qui étaient en partie des Maghrébins ou d'autres, quelques-uns qui venaient du Moyen-Orient aussi, d'où le personnage d'Ima dans le roman. Et puis, il y avait 2 petites cabines dans lesquelles, on va dire, des ultra-privilégiés, ceux qui ont payé beaucoup plus cher, se sont retrouvés dans ces cabines-là. Donc, à partir de là, j'ai trouvé le point de départ du roman. Parce que, justement, comme mon travail, ce n'était pas un travail... J'ai fait des recherches, mais ce n'était pas un travail, on va dire, entre guillemets, scientifique, comme celui de Camille, par exemple. Donc moi, il me fallait une histoire à raconter. Donc il fallait que je trouve cette histoire-là. Donc d'abord, je savais que je voulais parler de la migration des femmes. Donc c'est la première chose. Ensuite, une fois que j'ai trouvé cet élément, ce fait divers, donc c'est venu alimenter tout ça. Et après, je voulais que ce bateau représente une espèce de bateau-monde. Donc, de bateau-monde avec 3 femmes de 3 horizons différents, donc de 3 religions différentes aussi. Donc, il y a une juive nigériane, une musulmane syrienne et une chrétienne orthodoxe érythréenne. Donc, les fameuses religions dites révélées. Donc, et puis, il y avait d'autres à l'intérieur, dans la cale. Il y a, à un moment donné, un personnage qui meurt. Et puis, on dit des prières pour ce personnage. Finalement, il y a un qui finit par dire une prière vaudou. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce petit clin d'œil, disons, à mes origines haïtiennes. Mais pas uniquement par rapport à mes origines, parce qu'il y avait aussi dans le bateau des Béninois, des Togolais, donc forcément il y a un lien avec le vaudou en fait.
Alors on reviendra tout à l'heure plus précisément sur vos personnages. Camille Schmoll, cette présence des femmes migrantes, même si elle est relativement invisibilisée, elle est ancienne. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas, mais ces femmes migrantes, notamment en Italie, elles sont là depuis les années 1940. Alors oui, l'histoire des migrations, en fait, pendant très longtemps, les femmes ont été complètement invisibilisées de l'histoire des migrations, en fait. Même en ce qui concerne, par exemple, l'esclavage, dont on parlait juste avant, c'est maintenant qu'il y a maintenant des historiennes qui travaillent sur des données et qui montrent la part des femmes dans ces migrations-là, dans ces migrations forcées. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les chiffres étaient neutres et donc on présumait que c'était des hommes. Et donc, en fait, il y a toujours eu des femmes en migration, c'est pas une nouveauté, mais on ne les voyait pas et on ne savait pas. Et en Italie, en l'occurrence, il y a une relation coloniale entre l'Italie et l'Afrique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tellement, qui est pas tellement mis en avant dans l'histoire, dans les livres d'histoire en Italie, qui n'est pas tellement présent en fait. C'est de l'ordre un peu du refoulé. Même si aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui travaillent beaucoup à remettre en avant ce lien avec l'Afrique et cette relation postcoloniale en fait. Et donc, moi je raconte rapidement dans le livre quand même comment ce lien, en fait, cette espèce d'extranéité totale de la femme africaine est une construction très récente. Et comment ce lien, en fait, les premières africaines qui sont arrivées en Italie, effectivement, ont suivi aussi la décolonisation. Elles accompagnaient parfois leur mari, leur amant, ou elles travaillaient dans des maisons italiennes et elles sont rentrées avec les familles. Et donc, ce qui est un peu étonnant du point de vue historique, c'est ce processus où les femmes africaines sont arrivées par les maisons, dans les maisons italiennes, et petit à petit ont été sorties de ces maisons pour arriver dans ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire à l'extérieur, sur les trottoirs, donc avec évidemment toute la violence qui va avec. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est ce regard aussi que que la société italienne en particulier porte sur les Africaines, qui est quelque chose d'assez dur, cette mise à distance. Entre-temps, l'Italie est devenue un pays d'immigration. Il y a de l'immigration de nombreux endroits d'origine en Italie. Et en fait, ça, c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire que l'Italie, qui était un pays de départ, dans les 30 dernières années, est devenue une destination. Et surtout, d'ailleurs, parce que dans les livres, on raconte cette migration qui vient d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Afrique. Mais en fait, c'est surtout un pays de destination pour des migrantes et des migrants qui viennent d'Europe centrale et orientale, qui viennent d'Amérique latine, enfin de nombreux pays, de Chine, etc. Et en fait, aujourd'hui, les femmes qui sont dans les foyers, qui travaillent dans les foyers italiens en tant que domestiques, c'est surtout des femmes d'Europe centrale et orientale. Donc il y a eu cette espèce de processus qui a fait que les femmes petit à petit, les femmes africaines, voilà, ont été mises à distance. On les a construites comme une forme vraiment d'altérité radicale et on le retrouve encore de façon très forte et très dure dans la société italienne aujourd'hui. Oui. Et il y a une catégorie de femmes aussi que vous avez oublié de mentionner, qui étaient les Philippines. Parce qu'on appelle justement toutes ces femmes qui s'occupaient et des personnes âgées dans les foyers, justement, l'expression est restée, donc Filipina, c'est-à-dire que, pour dire un peu comme les gens qui vendent les babioles sur les plages, on appelle i Marocchini, qui ne sont pas forcément des Marocains, mais ça peut être des Sénégalais, etc. Donc c'est un petit peu comme ici, en France, on parle de tirailleurs sénégalais, alors que ce ne sont pas forcément, comment dire, des Sénégalais. Donc il y avait justement ces femmes philippines, qui sont arrivées, qui ont été les premières, ce qu'on appelle les badantes, qui est la femme qui s'occupe des gens au foyer. Et puis finalement, ces Philippines ont été remplacées, justement, comme le dit si bien Camille, par des Africaines subsahariennes, et maintenant, aujourd'hui, par des femmes d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Donc c'est quelque chose qui est là, effectivement, depuis très longtemps. Et même bien avant, justement, vous parliez de chemin d'héritage postcolonial, donc cet héritage qui vient déjà du temps de Mussolini, c'est-à-dire au moment où Mussolini a essayé d'occuper comment on dit, l'Éthiopie et l'Érythrée, justement. Donc les gens ont suivi par la suite ce chemin colonial en Italie.
Camille Schmoll, vous avez commencé, vous, à recueillir ces récits dans les années 90. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur les femmes en migration dans ces années-là, mais ce n'était pas du tout ce type de récit. Parce que ce que je raconte dans le livre aussi, c'est comment les trajectoires sont devenues de plus en plus dures, de plus en plus violentes. On en parlait juste Depuis avant. 20 ans, ça a complètement changé. Le fait que la plupart des femmes que je rencontrais dans les années 90 arrivaient par avion, effectivement, c'était extrêmement rare. Les femmes qui empruntaient la route de la Méditerranée et du désert, c'était vraiment pour celles qui avaient le moins de moyens ou qui étaient dans des circuits très particuliers. Mais sinon, les personnes arrivaient par avion et puis étaient régularisées relativement vite. C'est-à-dire, il y avait un système qui faisait qu'au bout de quelques années au plus, en Italie, on arrivait à être régularisé sous pression des États de l'Union européenne. L'Italie, comme d'autres pays d'Europe du Sud, ont cessé de régulariser à peu près au milieu des années 2000. Et à partir de là, les trajectoires, de plus en plus de personnes ont emprunté ces routes très dangereuses. Donc il y avait déjà eu des naufrages dans les années 90, mais disons que ce à quoi on a assisté depuis maintenant une dizaine d'années à peu près en Méditerranée est sans précédent quand même. Et il faut dire juste une dernière chose, pardon, que l'Italie a régularisé, mais de loin, mais de très très loin, beaucoup plus que de nombreux pays européens, notamment beaucoup plus que la France par exemple. C'est-à-dire que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ont été justement dans les années 90, même au début des années 2000. Après, il y a eu des régularisations en masse, et même pendant, il y a de cela, sous le gouvernement de François Hollande par exemple, quand il était question que la France accueille une vingtaine de milliers de réfugiés, donc l'Italie avait régularisé très vite et donc on n'a pas vu venir ici. Donc il faut le dire à ce niveau-là que l'Italie, effectivement, Camille l'a très très bien souligné, étant devenu un pays de migration d'abord, donc les Italiens qui partaient beaucoup est devenu un pays d'immigration, donc ils accueillent énormément de gens, quoi. Alors, la route qu'empruntent ces femmes migrantes dans vos deux livres, c'est le canal de Sicile, en tout cas la dernière partie du trajet. C'est une des routes les plus dangereuses. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? On n'a pas de carte là sous les yeux, mais si on essaie de tracer comme ça leur itinéraire, qu'est-ce que ça donne? Dangereuse, je ne sais pas si vous parlez, géographiquement, donc là c'est plutôt Camille qui devrait en parler, mais dangereuse parce que aussi c'est un chemin, on va dire, de la traite. En fait, c'est pas la traite de l'esclavage organisé comme ça l'a été, mais c'est aux mains de pirates, c'est aux mains de seigneurs de guerre aussi, c'est aux mains de gens, quand ces hommes et ces femmes arrivent en Libye, elles sont déjà surendettées, c'est-à-dire qu'elles se sont endettées, ou ils ou elles, les deux se sont endettés déjà au départ dans leur pays, en Afrique subsaharienne. Ensuite, au fur et à mesure du chemin, ils ou elles s'endettent, et quand ils arrivent en Libye, où on est dans un pays en guerre, qu'il est encore d'ailleurs, et il y a d'un côté le racisme libyen vis-à-vis des subsahariens, mais de l'autre côté, ce que permet ce pays en guerre, donc ces gens-là sont pratiquement emprisonnés pour travailler parfois gratuitement, ou bien pour subir des sévices, des chantages. Donc on leur demande d'appeler leurs parents, parfois sous torture, ou la famille, pour envoyer de l'argent. Et donc ils peuvent rester comme ça 1 an ou 1 an et demi en prison, et puis à verser de l'argent. Ils n'en versent jamais assez. Il n'a jamais assez, jusqu'à ce qu'un jour, ils finissent par partir, peut-être parce qu'il n'y a plus rien à exploiter. Donc c'est en ce sens que c'est dangereux. Mais maintenant, c'est dangereux aussi par rapport aux moyens de locomotion. C'est-à-dire que parfois, justement, le Tormloteux a secouru ce chalutier. Pardon, c'était un bateau qui était fait pour, disons, porter peut-être une 50aine de personnes, et puis il y avait des centaines de personnes dessus. Donc en ce sens-là aussi, c'est dangereux. Et il y a le désert aussi. On pense à la mer, mais tout à fait, il y a aussi cette route du désert, cette traversée du désert où aussi. Les personnes meurent de soif. Meurent de soif, meurent de faim, et meurent aussi de torture aussi en cours de route, parce que physiquement, c'est très très dur, parce qu'ils traversent dans des conditions
très difficile. Dans le roman, par exemple, le personnage de Semar, l'érythréenne, traverse dans un conteneur. C'est-à-dire que traverse le désert où il fait 45-50 degrés, dans des conditions comme ça, où ils ont juste, dans ces conteneurs, ils vont... comment dire, ça creuser une espèce de grillage comme ça, juste pour que les gens puissent respirer un peu, mais malgré tout, c'est insupportable, c'est invivable. Donc il faut être fort physiquement, et il faut être fort aussi psychologiquement, et d'où le mérite, encore une fois, de ces femmes-là, donc de ces personnages féminins qui subissent encore plus que les autres. Voilà, puisqu'elles subissent en plus les violences sexuelles et souvent, vous l'avez dit, elles se font violer, certaines tombent enceintes. Voilà, c'est pour ça que les femmes sont particulièrement exposées lors de ce voyage. Oui, absolument, oui. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Louis-Philippe de Lambert, c'est le fait que, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'elle mobilise des personnes au fil de leur trajectoire pour être aidées. Donc en fait, elles ne partent pas avec un pactole et elles appellent, et quand effectivement elles sont rançonnées, prises en otage ou qu'elles doivent passer une frontière, etc., elles vont mobiliser ces liens, qui peuvent être des liens très proches, mais qui ne le sont pas toujours, qui sont parfois des connaissances, des amis d'amis. Et ça, j'ai trouvé ça très juste, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager la trajectoire comme quelque chose qui serait le passage, voilà, en quelques semaines, d'un point A à un point B. Et quand on part, on sait très bien là où on va arriver, et voilà, on traverse, quoi. Non, c'est bien plus que ça. Et la traversée, c'est aussi un ensemble de rencontres, un ensemble d'obstacles, de difficultés, mais aussi des opportunités, parfois des rencontres inattendues et des amitiés. Il y a aussi cette dimension-là je ne sais pas si on peut parler de sororité, mais il y a quelque chose, il y a une forme de solidarité en tout cas qui se noue en route. Et donc c'est cette articulation-là qui fait que c'est compliqué la migration, et qu'effectivement il faut une force morale aussi. Ça, je crois que c'est le grand malentendu sur ces migrations. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ces femmes n'ont aucun pouvoir, qu'elles sont vulnérables, que ce sont uniquement des victimes. Or, il est vrai que la trajectoire les a terriblement vulnérabilisées et que quand elles arrivent, elles ont vécu des choses absolument épouvantables. Mais il est vrai aussi que rien que pour quitter son pays, pour prendre la route, pour entraîner parfois, comme c'est le cas dans le livre, d'autres personnes sur la route, ça veut dire aussi qu'on a une force incroyable. Et d'ailleurs, les personnages du roman ont des personnalités incroyables. Donc c'est ça le malentendu. C'est de penser que parce qu'elles sont là, ça veut dire que ce sont vraiment des personnes les plus démunies du monde. Au contraire, c'est aussi parce qu'elles ont des ressources et qu'elles ont cette force qu'elles entreprennent la route, et en quelque sorte aussi qu'elles y arrivent. Il y a par exemple le personnage de l'érythréenne qui a un petit bout de femme comme ça, et toute sèche, et qui se fait appeler Semar la Teigne, parce qu'elle ne lâche pas, elle continue, elle va jusqu'au bout, et elle le dit, quand elle dit quelque chose, elle dit c'est moi, Semar la Teigne qui te le dit. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas lâcher le morceau, elle va continuer, et elle va se battre jusqu'au bout. C'est des femmes qui ont une force morale extraordinaire, et pour arriver jusque-là, et puis, donc, mais c'est souvent aussi parce qu'elles savent, tout comme les hommes qui partent aussi, qu'il y a des gens derrière qu'il faudra aider par la suite, en fait. Et donc, elles ont quelque part le devoir de se battre, et elles se battent. Est-ce que vous pouvez préciser les profils de chacun de vos personnages, parce qu'elles ont chacune un profil, on pourrait dire, sociologique très différent. Par exemple, la Syrienne, Dima, est mère de famille, c'est une bourgeoise. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser leur profil ? Ça a été ça mon idée, dès le départ, un peu comme Camille a dit, de ne pas les montrer uniquement comme des victimes. Voilà. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont maîtresses de leur destin, et donc qui décident à un moment donné, même si elles ne décident pas de gaieté de cœur, parce qu'elles ne partent pas à l'aventure. Donc les trois partent pour des raisons différentes. Donc on prend Semar l'érythréenne parce qu'elle vit dans un pays, elle vit sous une dictature, et une dictature où il y a un service militaire obligatoire et à durée indéterminée pour les jeunes, garçons comme filles.
Et à un moment donné, souvent, l'Érythrée a donné un nombre incalculable de déserteurs, justement, parce que le service militaire ne dure pas une année. Donc, à un moment donné, ces jeunes-là finissent par partir. Et Semar, l'Érythréenne qui rêvait d'être institutrice, justement, pour, disait-elle, former les jeunes filles dans son pays, mais elle va être amenée à partir parce qu'au bout de 2 ans de service militaire, elle en avait marre. Et donc, elle est partie avec une amie, en passant par le Soudan, en faisant un bout de chemin à pied avec cette amie et le fiancé de cette amie. Et puis, elle va vivre toute une série de péripéties. Donc, disons, on va la ranger, pour aller vite, dans la catégorie d'exilés politiques, en fait. Et la Nigériane, elle est plutôt, je la rangerais plutôt dans la catégorie de réfugiés climatiques, parce que elle va, et ce qui nous pend au nez, ce qui arrive déjà de plus en plus, dans le village où elle vit, il va y avoir une sécheresse extraordinaire, et donc, et puis elle va être amenée à partir, à chercher, comment dire, comme elle dit, la vie ailleurs. Et puis, Dima, la Syrienne, qui elle n'était pas du tout, mais vraiment pas du tout amenée à partir, c'est une bourgeoise qui travaille dans son pays, qui vit à Alep, et avec son mari, qui vit vraiment très bien, et qui rêvait plutôt de partir en croisière, elle. Donc, et puis, comment dire, la guerre lui est tombée dessus. Donc, la Syrie, qui est un pays qui a été en guerre pendant longtemps, Alep, une ville martyre, et là, pendant 1 an, elle va tenir. Le pays est bombardé aussi bien par le pays est bombardé de partout, et la ville d'Alep est bombardée de partout, mais aussi du gouvernement syrien. Donc, à un moment donné, elle dit à son mari, on va monter à Damas, donc, parce qu'il n'y avait pas encore la guerre à Damas, mais quand elle s'est rendue compte que la guerre se rapprochait de Damas, elle s'est dit à ce moment-là, donc moi j'ai 2 enfants à élever, il faut s'en aller. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on ne va pas juste dans un consulat ou une ambassade, on demande un visa, on dit tiens voilà, je suis réfugié de guerre, donnez-moi un visa, je veux partir. Non. Et elle essuie refus après refus, et c'est à ce moment-là qu'elle décide, avec son mari, de passer, d'Algérie, et à l'époque, c'est l'un des rares pays où les avions venant de Syrie pouvaient atterrir, de l'Algérie, de passer en Libye, et de la Libye, de prendre un bateau comme tout le monde. Mais on voit dans le roman, c'est un personnage, c'est une bourgeoise légèrement raciste, mais en même temps, les 3, ce sont des femmes très fortes. C'est elle, par exemple, dans le cas de Dima, c'est elle qui prend la décision, c'est elle qui dit à son mari, on part. Donc c'est elle qui décide pratiquement de tout. C'est des femmes très très fortes, et puis c'est des femmes qui ont la foi aussi. C'est pour cela que j'ai parlé de religion. C'est des femmes, quand on traverse des épreuves comme celle-là, il faut être ou complètement désespéré ou complètement fou ou avoir la foi. Et donc, elles ont, c'est des femmes qui ont la foi, aussi bien Dima que Semar, ou bien Shoshana. Donc, elles sont toujours dans ce chemin-là. Quand elles vivent des moments difficiles, elles se disent que ce sont, des épreuves, juste des épreuves que Dieu met sur leur chemin. Donc, elles vont surmonter ces épreuves-là, quoi. Il y a une question qui traverse vos 2 livres, c'est la question du corps et de la surveillance au fond du corps des femmes, particulièrement de ces femmes migrantes, Camille Schmoll. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup mis l'accent sur cette dimension-là. Je suis très influencée moi par les géographes politiques féministes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une géographe politique féministe? C'est parce que la géographie politique et la géopolitique pendant très longtemps ça a été un peu le domaine des
les hommes, et on s'intéressait beaucoup aux relations entre États, aux relations internationales. Et en fait, cette géographie politique féministe, elle s'intéresse à ce que les relations internationales, les grands domaines politiques que sont la politique migratoire, la politique environnementale, toutes ces questions-là, ce que ça fait aux hommes et aux femmes concrètement dans leur vie quotidienne, et notamment au niveau effectivement du corps. Et donc le corps entendu comme à la fois un ensemble de sensations, d'émotions, une relation à l'autre, tout cela. Donc c'est vrai que j'ai privilégié ce prisme du corps parce que d'abord, la migration, c'est une expérience incorporée, c'est la sensation effectivement de la soif, de la chaleur, mais c'est aussi les émotions, donc la peur, la colère, tout ce que traversent ces femmes au fur et à mesure, l'angoisse, etc. Et puis la tristesse, voire le désespoir par moments, et en même temps l'espoir. Et donc c'était important pour moi de montrer comment tout cela passait à travers le corps. Le corps, c'est aussi effectivement pour les femmes, nombre d'entre elles, on l'a dit, un nombre d'entre elles elles ont toutes été violées. Bon, ça, toutes les femmes que j'ai rencontrées ont été violées. Alors certaines plus que d'autres. Et les choses empirent en fait, d'année en année, la situation empire. Hein. Donc, en fait, moi, j'ai commencé mes enquêtes à Malte à la fin des années 2000. Et elles avaient déjà toutes subi des violences sexuelles, mais disons que quand j'ai terminé mes enquêtes, c'est-à-dire autour de 2018, là, c'était les violences sexuelles, c'était massif, répété, y compris d'ailleurs sur les hommes. Enfin, c'était vraiment très, très dur. Donc, on a vu comment la détérioration de la situation en Libye a amené aussi à ce que les violences soient encore plus importantes qu'elles ne l'étaient déjà, mais elles étaient déjà présentes, mais par le passé. Et donc il y a cette expérience-là, l'expérience aussi évidemment de la grossesse dont on a parlé, hein, c'est-à-dire le fait d'arriver enceinte ou de parfois même de mettre au monde des enfants sur un bateau, c'est quand même pas rien. Donc je raconte ça dans le livre, hein, comment certaines accouchent sur le bateau ou accouchent juste en arrivant, sont aidées par les personnes qui les ont sauvées en mer à mettre au monde ces enfants. Et puis après, c'est aussi ces petits-enfants qui arrivent et qui sont qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire quand on arrive, qu'on a été violé et qu'on est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Donc il y a aussi toute cette dimension-là. La situation est très très compliquée. L'accès aux soins, une fois arrivé, est très compliqué. Il y a des organisations, il y a des ONG, il y a des associations de médecins qui essayent d'aider ces femmes, mais il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas d'accès, en fait. En gros, il n'y a pas d'accès à la santé sexuelle et reproductive. Donc, l'avortement, c'est quasiment impossible. Et puis, nombre de ces femmes, effectivement, sont plutôt dans une situation, elles ont la foi, souvent, très souvent. Et donc, en général, de toute façon, elles ne souhaitent pas avorter. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont dans une relation aussi ambivalente à leur corps et à leur enfant. Parce que, d'un côté, c'est un enfant qui n'a pas été désiré. Mais en même temps, ces enfants, ils aident aussi à aller de l'avant. Et ces enfants permettent aussi une forme de médiation avec la société d'accueil. Ils sont d'ailleurs très instrumentalisés par, disons, les travailleurs sociaux dans les centres d'accueil, etc. Parfois, on les montre, on organise des spectacles pour montrer aux gens autour, dans le village, etc., que voilà, ils sont mignons, ils sont sympas, donc tout va bien se passer. Donc, ça aussi, c'est un autre malentendu entre les femmes et leur entourage quand elles arrivent. C'est que l'entourage pense qu'elles sont là pour s'installer. En fait, elles ne rêvent que d'une chose, c'est de repartir. Elles ne veulent pas du tout rester dans le sud de l'Italie, ou encore moins à Malte, qui est véritablement le pire qui puisse leur arriver, parce que la politique migratoire à Malte est très très dure. Hein. Jusqu'à récemment, on emprisonnait des demandeurs d'asile jusqu'à 9 mois, et encore maintenant, il y a des formes quasi carcérales, en fait, à Malte, donc c'est extrêmement dur, et donc leur seul souhait, leur seule envie, c'est de repartir, en fait, c'est de reprendre la route et de rejoindre des amis, des proches, des voisines, de la famille, enfin de reprendre le chemin de l'Europe du Nord, même des États-Unis parfois. Oui, d'ailleurs, l'Italie, c'est vraiment la porte d'entrée, mais aucune de vos trois personnages ne rêve pareil de s'installer en Italie. Non, et justement, et ce que Camille a dit là aussi, la dureté de Malte, par exemple, dans le roman, et le fait divers dont je me suis inspiré, par exemple, mais vraiment là, je parle du fait divers, les personnages, Malte n'a voulu accueillir aucun
de ces réfugiés-là. Ils ont accepté une petite dizaine de cadavres, donc de gens qui étaient morts, qui avaient été recueillis, donc ils ont accepté de les emmener. Donc tous les autres ont été emmenés vers l'Italie. Donc et c'est vrai aussi que, et là aussi ce que Camille a dit par rapport au viol des hommes en Libye, donc le viol a toujours été une arme de guerre aussi, c'est-à-dire que, et aussi bien les femmes que les hommes, et encore plus dans ce cas-là, ça devient encore plus humiliant pour les hommes qui ne sont pas, et pour ces hommes qui sont violés, qui ne sont pas forcément comment dire ça, consentants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, du coup, ça devient vraiment une arme de guerre massive à ce niveau-là. C'est une façon de soumettre aussi l'autre, de faire en sorte qu'il puisse accepter comment dire, sa condition. Et c'est ce que... Mais cela dit, il y a quelque chose, et là, je ne sais pas si on peut appeler ça résilience, du moins dans le roman, et c'est ce que j'essaye de faire, et cet espoir-là est chevillé au corps de ces gens-là. Et dans le roman, je le traduis un peu sous forme d'humour. Et il y a, comment dire, on se demande toujours comment ces gens-là arrivent à rire, moi, ce qui m'a frappé quand j'étais à Lampedusa, quand je parlais, je recueillais un peu les propos de ces femmes. De temps en temps, elles riaient. Elles ne souriaient pas, elles riaient, elles éclataient de rire. Et ça peut être une forme de pudeur aussi, donc de voile pour cacher, pour ne pas dire un certain nombre de choses, mais c'est aussi de l'espoir. Et je voulais dans le roman qu'il y ait cet espoir-là, qu'il y ait cet humour comme note d'espoir. Vraiment, finalement, on va y arriver, on est là, et puis on ne demande qu'à repartir, parce qu'à Lampedusa, c'est vraiment un petit grain de sable qui se trouve plus au niveau géographiquement de l'Afrique que de l'Europe. Et donc, les gens, ils n'ont pas envie de rester, ils n'ont même pas envie de rester en Sicile non plus. Déjà, ils ont envie de repartir, d'aller plus loin. Et ce qui m'a frappé, là aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est parfois la solidarité, justement, comme Camille l'a un peu dit par rapport aux gens qui travaillent dans les centres sociaux, mais la solidarité de certaines personnes dans les pays d'accueil. À Lampedusa, je suis tombé sur des gens, bon, déjà beaucoup de jeunes, et extraordinaires qui ont des mouvements ou des associations d'accueil de ces réfugiés et puis des gens très humbles. Je suis tombé parfois sur de vieux pêcheurs et il y en a un qui m'a raconté, qui m'a dit, oui, vous savez, moi dans les années 60 parfois je partais pêcher et puis on était pris dans une tempête, puis on échouait en Tunisie. Et les gens nous recueillaient pendant une semaine et nous aidaient à réparer le bateau, ils nous logeaient, ils nous nourrissaient et on repartait. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est tout à fait naturel de le faire. Et il y en a un qui m'a montré sur son téléphone les photos de ses petits-enfants, comme il disait, parce que c'est des filles qu'ils avaient recueillies à Lampedusa. Et puis ces filles sont reparties plus loin, elles sont allées vivre en Suède ou en Allemagne. Mais à chaque fois qu'elles accouchent, elles revenaient et présentaient les enfants à ces vieux pêcheurs ou à leur épouse et tout ça. Donc eux, ils considéraient ça comme les petits-enfants. Et chaque fois, ils me montraient les photos. Il y a de belles histoires comme ça aussi, quoi. Comment faire en sorte, Camille, pour que ces femmes trouvent une autonomie, un espace qui leur soit propre, puisque en effet dans ces centres d'accueil d'urgence, elles sont souvent infantilisées. Enfin, il y a quelque chose d'un peu carcéral dans la manière dont elles sont accueillies. Et cette question de l'autonomie, il me semble qu'elle est centrale dans votre livre. Oui, absolument. Je parle d'autonomie en tension pour parler du fait que malgré tous les obstacles, malgré toutes les contraintes qu'elles rencontrent, il y a une espèce de forme, une espèce de poussée d'autonomie dans ces trajectoires qui est absolument incroyable. Et donc, effectivement, malgré tout le contexte étant assez dur, oui, semi-para-carcéral parfois, avec des règles très particulières quand même sur les femmes, une surveillance très particulièrement poussée de leur activité, de leurs horaires, de ce qu'elles font, de qui elles fréquentent, etc. Donc ça, je décris ça dans le livre, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que alors que les hommes ont le droit par exemple d'aller au village, ou il y a plein de choses qui se passent évidemment pendant ces moments, comme ces personnes quand elles arrivent en Italie, elles demandent l'asile, ou à Malte, et elles restent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans l'attente d'un résultat de leur demande d'asile. Eh bien, elles ont le temps de nouer des relations, de nouer des contacts, sauf que voilà, pour les hommes, c'est un peu plus facile. Pour les femmes, d'abord,
les centres d'accueil des femmes sont un peu particuliers, sont parfois plus isolés, et puis on considère qu'on doit les protéger de l'extérieur, qui est nécessairement menaçant, et donc dans l'esprit des personnes qui travaillent dans ces centres, et donc on leur inflige toute une série de règles, on contrôle énormément leur mobilité, leur déplacement, et du coup, elles s'évadent autrement. Donc pour certaines, elles parviennent quand même à ruser et notamment à se faire des amis, des petits amis ou des amis. Alors ça peut passer aussi par la paroisse, par exemple, par les églises, mais ça peut passer aussi par des rencontres, des petits copains. Et c'est aussi ces rencontres-là qui fournissent une forme d'évasion, parce que par exemple, c'est en rencontrant des gens, par exemple, je raconte comment l'une d'entre elles se fait donner une tablette par le prêtre du village, et c'est quand même très utile d'avoir une tablette, parce que pour le coup, ça vous ouvre des horizons incroyables. Et d'ailleurs, je raconte comment la première chose que réclament ces personnes à l'arrivée, c'est un accès à Internet. Oui. C'est tout aussi important que d'avoir chaud, d'avoir à boire et à manger, parce que Internet, c'est donner des nouvelles à l'entourage en leur disant voilà, je suis arrivée, ça va. Prendre des nouvelles des autres qu'on a pu perdre en route, Donc ça, c'est toujours des histoires déchirantes. Moi, j'ai rencontré une femme qui a voyagé avec son mari, par exemple, et puis ils ne sont pas partis dans le même bateau, mais c'est un classique. Et elle n'a jamais eu de nouvelles de son mari. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Et aussi, surtout, c'est un outil de reconstruction. Je dis, finalement, c'est un outil qui les réassure, au sens où elles vont, à travers Internet, aussi, dans ces moments d'attente, dans les centres d'accueil, se reconstruire une image d'elles-mêmes, une image différente. Et je raconte notamment comment celles qui savent ni lire ni écrire, elles utilisent la vidéo. Donc elles dansent, elles chantent, elles envoient des messages, mais voilà, en parlant, en chantant, moi j'avais jamais pensé à ça. Maintenant j'ai un enfant adolescent, donc je vois comment il utilise aussi la tablette, mais avant j'aurais jamais pensé à ça. En fait, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour ça, et ça leur permet de se projeter, ça leur permet de se construire, de se reconstruire un projet aussi, parce que effectivement, vu les conditions d'accueil dans le sud de l'Europe, quand j'ai enquêté et encore aujourd'hui, il y a de quoi désespérer sinon. Donc finalement, elles sont capables, par cette projection dans cet espace virtuel, qui n'a de virtuel que le nom d'ailleurs, parce qu'en fait c'est un espace bien réel dans lequel elles rencontrent, où elles revoient des amis, elles rencontrent de nombreuses personnes, elles arrivent à se projeter vers un ailleurs et à se projeter vers la suite aussi. Ouais. La fin de votre roman est ouverte, mais on voit bien quand même que ces trois femmes ne sont pas égales. C'est-à-dire que suivant qu'on est une migrante, une réfugiée politique ou une migrante considérée comme une migrante économique, la situation sera beaucoup plus difficile dans le deuxième cas. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que, mais cela dit, au départ, en amont, elle est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que, et comme j'ai essayé de l'expliquer dans le roman, Dima n'a pas pu avoir un visa pour venir en Europe en tant que réfugié. Bon, mais une fois sur place, justement, là, on commence par dire, bon, celle-là, c'est comme si c'était des fourches codines sur lesquelles il fallait passer, et puis donc on arrive. Là, on finit par dire, bon, effectivement, la Syrie, c'est un pays en guerre, donc celle-là, on peut l'accepter aussi. Et puis, on fait un tri, ça, on ne le dit pas et ouvertement, mais on fait un tri, c'est-à-dire quelqu'un comme Dima, qui est une femme qui a une certaine instruction, et son mari aussi, etc. Donc, on se dit que ces femmes-là, ou ces gens-là, ou ces hommes-là aussi, vont s'intégrer, entre guillemets, plus facilement. Donc, il y a des pays qui vont choisir, et pour les Syriens, on sait qu'il y en a plein qui étaient arrivés, qui étaient ou médecins, ou informaticiens, ou des gens de ce genre-là. Mais effectivement, la migration économique pose plus problème. D'ailleurs, tous les mouvements politiques qui rejettent ces migrations disent justement qu'il s'agit, qu'on soit réfugié politique ou climatique, ils disent souvent qu'il s'agit de gens qui fuient la misère dans leur pays, donc il faut qu'ils puissent rester chez eux. Il y a même qui poussent la logique de ces mouvements à dire qu'il faut les aider chez eux pour qu'ils ne viennent pas. Donc qui vont essayer d'aider ces gens sur place, alors que le problème n'est pas aussi simple, tu vois, c'est beaucoup plus complexe quand même. Et voilà, et ces trois personnages, encore une fois, je voulais dans le roman que ce soit d'une part des femmes,
et d'autre part que c'est des femmes très fortes, qui se battent, qui ont envie de sortir de la situation dans laquelle elles vivaient. Et c'est des femmes qui ont l'espoir vraiment chevillé au corps, c'est-à-dire que c'est pas des femmes, c'est pas des victimes comme ça qui arrivent, c'est pas des victimes comme des moutons qui vont à l'abattoir. Non, non, c'est des femmes qui sont maîtresses de leur destin ou qui essayent de l'être malgré les difficultés et puis qui ont un projet de vie et qui vont continuer, et chacune à son niveau, chacune à sa façon aussi. Et puis il y a tout un réseau. Quelqu'un comme Semar arrive à trouver des réseaux de cousins qui sont installés en Suède, ou bien d'un ami et du village qui lui se retrouve en Allemagne, et ainsi de suite. D'où le besoin d'Internet et du téléphone. Et moi, quand je suis arrivé à Lampedusa, justement, j'ai dû acheter pas mal de cartes SIM pour des réfugiés qui étaient sur l'île comme ça, mais qui ne pouvaient pas acheter parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Donc il fallait une carte d'identité pour pouvoir acheter une carte SIM et entrer en contact avec leurs proches. Donc il y a toujours avoir un téléphone pour pouvoir appeler ou bien avoir accès à Internet. Ça, c'est vraiment, on le voit dans le roman tout le long du chemin. Semar et Shoshana, dès qu'elles arrivent quelque part, la première chose qu'elles font dans le roman, c'est de dire où est-ce qu'on peut avoir une carte SIM et où est-ce qu'on peut avoir accès à Internet. Donc ça, c'est le fruit des recherches sur place, ou de ce que j'ai pu lire aussi, qui fait que j'ai pu mettre ça dans le roman, par exemple. Alors je vais relayer les questions qui nous arrivent en direct. Une question de Zora qui nous regarde depuis le Maroc. Quelles sont les conséquences des migrations en temps de pandémie? Est-ce que vous savez ça? Les conséquences des migrations en temps de pandémie. Alors c'est plutôt quelles sont les conséquences de la pandémie sur les migrations, oui, peut-être. Oui. Mais non, c'est une bonne question. Évidemment, ça ralentit certaines migrations, mais de fait, il y a encore des personnes qui arrivent. Des personnes qui continuent à arriver, et par exemple il y a encore quelques jours il y a eu un naufrage au large de la Tunisie. Il n'y avait que des femmes à bord, une vingtaine de femmes, dont 4 femmes enceintes qui sont mortes au large de la Tunisie. Donc ça continue. Après il y a une instrumentalisation du Covid, il faut faire attention parce que au début, en tout cas moi j'étais extrêmement choquée, au tout début de la pandémie en Italie, on a commencé à mettre en quarantaine les personnes qui arrivaient par bateau, alors que rien n'avait été fait encore. Il n'y avait aucune forme de confinement ou quoi en Italie, mais la première chose qu'on a faite, c'est de prendre des mesures pour mettre à distance les gens qui arrivaient de Libye, alors que la pandémie n'arrivait pas du tout de Libye, mais en tout cas, ça a été le premier réflexe. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ça, parce que le premier réflexe en temps de pandémie, c'est de mettre à distance, et finalement aussi, quelque part, d'instrumentaliser la pandémie pour fermer encore plus. Et donc, il y a eu des choses terribles qui se sont faites ces derniers mois à Malte, des gens qui ont été mis en quarantaine dans des bateaux épouvantables où on ne pouvait pas demander l'asile, rien du tout pendant des mois. Ça s'est fait aussi en Italie. Il y a eu des mises en quarantaine complètement abusives dans des endroits épouvantables. Et donc, quelque part, c'est vrai que la pandémie a aggravé la situation, malheureusement. Une question de Mounira du Liban. Pensez-vous que les femmes migrent pour échapper à la société patriarcale? Qui veut répondre? C'est encore Camille. Moi, je viens de dire 2 mots, oui. Alors moi, ce que je raconte dans le livre, c'est un petit peu le contraire, en fait. Moi, je m'insurge contre l'instrumentalisation qui peut être faite de l'histoire de ces personnes en disant, voilà, vous voyez, elles vont trouver la liberté en Europe, elles fuient des sociétés qui les oppriment, des sociétés patriarcales. Il y a évidemment des violences de genre dans les sociétés d'origine de ces femmes, et nombre de ces femmes, nombre des histoires que je raconte sont des histoires qui commencent aussi avec des violences de genre, des mariages arrangés, l'histoire de Julienne, voilà, des maris violents, bien entendu. Mais c'est aussi, pour moi, ces migrations, c'est aussi le fruit de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que c'est aussi parce que la situation de ces femmes change dans les lieux d'origine
qu'elles peuvent aussi envisager de partir, qu'elles ont les moyens de partir, que parfois même certaines d'entre elles ont mis de côté, ont travaillé, enfin il y a toute une série. Et puis aussi parce qu'elles sont dans des situations un peu particulières. Parfois elles ont des histoires personnelles incroyables, elles ont été divorcées, elles ont eu des enfants hors mariage, des choses... voilà, et elles partent aussi un peu à cause de ça, mais aussi parce qu'elles ont pu avoir cette expérience-là. Donc c'est à double tranchant, c'est compliqué cette question de l'émancipation. Et justement, comme vous l'avez dit si bien, c'est utilisé ici en Europe, hein, c'est-à-dire que ça permet de prolonger l'image qu'on a de ces pays-là, de ces sociétés-là. Donc ces femmes ou ces hommes aussi, c'est-à-dire ceux et celles qui partent, dans un premier temps, ils ou elles ne partent pas à cause de ça. Ce n'est pas peut-être... Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche ni d'études là-dessus. Il doit y avoir une incidence, mais je ne pense pas que l'incidence soit si importante par rapport aux vraies causes qui peuvent être, la guerre, et le dérèglement climatique, ou bien une dictature, ou la pauvreté, ou ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que, mais ici, on aime bien mettre en avant tout ça, et ce qu'on oublie aussi de dire parfois, c'est que dans ces pays-là, notamment un pays comme la Tunisie, il y a des femmes qui sont sur place et qui se battent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes en Tunisie ont acquis des droits qu'elles ne pouvaient pas avoir il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, en se battant sur place dans leur pays. Donc je ne dis pas que c'est idyllique, mais ce que je récuse aussi surtout, c'est que pour moi, il n'y a pas ce qu'on aime appeler ici d'universel, c'est-à-dire d'un point de vue social, dans un certain nombre de pays, eh bien, il y a un mot qu'on utilise ici, mais à l'intérieur de cette société, mais on n'utilise pas au niveau mondial, c'est le mot diversité. Et les cultures sont forcément diverses, et les gens vivent des histoires qui sont complètement différentes. Et on ne peut pas prendre ce qu'il y a ici et aller plaquer ça sur d'autres pays. Donc je crois que les hommes et les femmes, surtout de ces pays-là, elles se battent, et si elles ont envie aussi que leur statut change, elles le font, et ça prend peut-être du temps, comme ça a pris du temps ici. Donc moi j'évite à chaque fois quand on me pose ces questions de dire effectivement elles partent à cause de... non, les trois quarts ont envie de rester chez elles, quoi. Une question de Zora qui est au Maroc. Que fait-on pour aider les femmes qui alimentent le réseau d'esclavage forcé en France? Alors je pense qu'elle parle des réseaux de prostitution. De prostitution, oui, j'imagine. Alors c'est un sujet, le Philippe d'Alembert, que vous abordez un tout petit peu dans le livre, la question de la prostitution. Oui, qui existe, mais justement, que fait-on des femmes? Que fait-on de ceux et celles, j'ai envie de dire, qui alimentent les réseaux de prostitution? C'est-à-dire que, et là je répondrai, par une forme de provocation, c'est-à-dire les femmes sont des hommes comme les autres, en fait, c'est-à-dire c'est des êtres humains, et elles ont le droit, entre guillemets, je provoque à nouveau, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de participer de ce réseau de prostitution. Maintenant, autrement dit, il y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui ne sont pas bien, comme il y a des hommes qui sont bien, il y a des hommes qui ne sont pas bien. Maintenant, que fait-on de ceux et celles qui alimentent les réseaux de prostitution? C'est là qu'il faut, les combattre. C'est-à-dire combattre les femmes, combattre les hommes qui alimentent ces réseaux-là. C'est ça qui est le plus important. Mais cela dit, les femmes ne sont pas majoritaires non plus dans ces réseaux-là. C'est-à-dire que dans ces réseaux, derrière ces réseaux, il y a plus d'hommes que de femmes. Et bien sûr, on peut trouver d'anciennes prostituées elles-mêmes, surtout dans les réseaux nigérians, qui deviennent le mot vulgaire qu'on utilise, des mères maquerelles, et qui alimentent tout ça, qui font partie, dans le Nigeria, une cérémonie qu'on appelle le juju, où on va marabouter un peu, ces femmes pour leur faire croire que si jamais elles laissent la prostitution, eh bien, il y a le malheur qui va s'abattre sur elles, sur leur famille, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il peut y avoir des femmes, mais il y a une majorité d'hommes. Camille Schmoll, dans votre livre, vous parlez des lucioles.
ces femmes. Oui, c'est les femmes sur les trottoirs, sur les routes, les femmes nigérianes en grande partie, sur les routes qui se prostituent en Italie. Ouais. C'est le mot italien. Prises, ouais, voilà, les lucioles. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en Italie. Et effectivement, ce sont des femmes qui sont prises dans des réseaux de traite. Alors, j'en parle un peu dans le livre, ouais, j'en parle pas beaucoup, mais j'en parle un petit peu parce que c'était pas au cœur de mon sujet, mais j'en ai rencontré quelques-unes, notamment en centre de rétention, puisque j'ai fait des enquêtes aussi en rétention à Rome, dans un grand centre de rétention pour femmes, qui est un endroit absolument sordide. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, ce que m'ont dit, notamment les avocates qui travaillent beaucoup avec ces femmes, c'est que, en fait, le problème, c'est que les politiques migratoires prennent le dessus sur les politiques de sortie de la prostitution forcée. Donc, en fait, ces femmes sont souvent expulsées avant d'avoir pu faire un recours contre les réseaux qui les maltraitaient. Ce qui est assez catastrophique parce qu'en fait, quand elles sont expulsées, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on les remet sur les routes. Moi, j'ai rencontré plusieurs femmes qui avaient été renvoyées ou au pays d'origine ou dans les pays de transit et qui repartaient tout de suite sur la route. Et donc, c'est sans fin, quoi. C'est terrible. Parce qu'au fond, si elles n'obtiennent pas l'asile, soit elles sont expulsées, soit elles rentrent dans la clandestinité. Exactement. Et donc, la situation classique, c'est vous allez au commissariat. Alors, ça peut être une femme nigériane qui est forcée de se prostituer, mais ça peut être aussi, par exemple, une chinoise qui doit travailler dans un atelier clandestin. Vous allez au commissariat déclarer que vous avez été abusé, que voilà, on vous force à travailler, etc. Et ben, on vous envoie direct au centre de rétention et vous êtes expulsé. Donc en fait, c'est la double peine. Et pourtant, il y a des lois, hein, et l'Italie était en avance là-dessus pour faire sortir ces femmes de la prostitution, pour les aider à sortir de ces réseaux. Mais voilà, disons, la politique migratoire prend le dessus, cette politique migratoire qui est quand même très dure et très répressive actuellement en Europe, il ne faut pas l'oublier, prend le dessus sur le droit de ces femmes à pouvoir sortir de ces circuits de la traite. Et ça, c'est catastrophique. Un message d'Aurore qui est en France, alors qui vous félicite tous les deux pour la qualité de vos livres. Merci de faire exister ces vies à travers vos descriptions et vos écrits, nous dit Aurore. Et elle pose une question, quid de la migration en Haïti ? Les femmes partent-elles autant que les hommes ? Oui, elles partent énormément, hein, quand même. Déjà, il y a eu en Haïti une catégorie de femmes ou de migration plutôt que de femmes, une catégorie de migration à l'intérieur même du pays. Donc on les appelle encore ces femmes les dames Sahara. Les dames Sahara, en fait, c'est le nom d'un petit oiseau qui volait comme ça, comment dire, d'arbre en arbre ou de fleur en fleur, qui butine, et on les appelle les dames Sahara. Et ces femmes avaient un travail qui était de prendre des produits de la province et de venir vendre ces produits dans la capitale, à Port-au-Prince, et puis d'acheter des produits de la capitale et d'aller revendre dans les provinces. Donc elles faisaient, le commerce, on les appelle aussi parfois aux Antilles des pacotilleuses. Donc c'est des femmes qui partaient comme ça à l'intérieur même du pays. Et au fur et à mesure, donc justement, c'était une migration beaucoup plus importante que la migration, masculine. Elles ont commencé par aller en République dominicaine, donc de passer la frontière entre Haïti et la République dominicaine, donc de faire encore le va-et-vient. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles ont fait tous les pays, plus ou moins, où elles pouvaient aller à un moment donné sans visa, comme le Panama ou d'autres pays. Aujourd'hui, maintenant, il faut un visa, mais avant, à un moment donné, il ne fallait pas de visa pour des pays comme le Brésil ou le Chili, etc. Donc, ou du moins, elles l'obtenaient facilement, ces visas-là. Donc, ces femmes-là allaient toujours pour faire du commerce d'un pays à l'autre. Il y en a, à un moment donné, qui sont arrivés jusqu'en Taïwan. Et jusqu'à Taïwan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie de ces femmes étaient analphabètes. Elles ne savaient ni lire ni écrire. Et comme c'est souvent quand on rentrait de voyage dans un avion, mais c'est des femmes aussi qui sont, on va dire, fières. Et il fallait remplir les fiches de débarquement ou des choses comme ça. Et elles ne vont pas te dire « remplis pour moi parce que je ne sais pas lire ou écrire ».
elles te disent « Ah oui, j'ai pas mes lunettes, est-ce que tu pourrais remplir pour moi ?» etc. Donc tu remplis et puis et voilà. Donc il y a un mouvement de femmes très 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 fortes aussi, c'est Dame Sarah, ou Madame Sarah, comme nous on dit en Haïti, et qui a toujours existé, et puis qui ont continué, mais vraiment, pendant très très longtemps. Et malheureusement, justement, un petit peu comme pour la prostitution, il y en a qui ont été intéressés par l'argent facile et qui ont été dans les réseaux de drogue ou des choses comme ça aussi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut dire, mais c'est un mouvement qui a toujours existé en Haïti. Une question qui nous vient d'Italie, question d'Alessandra. Penser aux femmes migrantes comme des victimes dans leur pays de départ, est-ce un préjugé qui sert à notre société pour justifier l'incapacité à leur offrir la liberté qu'elles méritent? C'est une belle question. Belle question. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et avec Camille, c'est-à-dire que c'est... Bon, mais cela dit, dans la question, il y a à la fois, comment dire, les deux points de vue. Parce que c'est vrai que ça arrange, comment dire, les gens ici de croire que ces femmes-là sont victimes d'un certain nombre de choses dans leur pays. Mais quand elle dit de leur offrir la liberté qu'elles méritent, c'est-à-dire que c'est comme si ces femmes ne pouvaient avoir la liberté qu'ici. Donc c'est en ce sens qu'il y a les deux éléments, comment dire, dans la question. Mais c'est encore une fois, moi je suis plus dans une logique... dans une réflexion plutôt nord-sud, de plus en plus par rapport à cette migration, parce qu'on n'est plus dans la confrontation est-ouest. Maintenant, la confrontation qu'il y a aujourd'hui, qui pose le plus de problèmes dans le monde, c'est cette confrontation nord-sud. Et ces femmes ou ces hommes sont rejetés de la même façon, d'une certaine façon. Donc maintenant, on en parle, et Camille et moi, peut-être par sensibilité féministe, si vous voulez, mais il y a le même rejet pour les hommes aussi. Et là, à partir du moment où, quand on vient d'un pays du sud du monde, ça ne se passe pas de la même façon. C'est-à-dire que quand nous, on vit ici, on ne se rend pas compte le parcours du combattant qu'il faut, par exemple, pour quelqu'un pour obtenir un visa. Et tous les prêts qu'il faut, de dossiers, etc., mais en sachant que dans 90% des cas, on ne va pas te donner le visa. Mais alors qu'il faut débourser, comment dire, pas mal d'argent. Donc les femmes sont aussi victimes que les hommes, ou les hommes sont aussi victimes que les femmes à ce niveau-là. Irène, qui nous écrit de la Barbade, est-ce que vous avez eu connaissance de migrantes qui ont eu un destin heureux dans les pays d'accueil? Oui. Beaucoup même, je dirais beaucoup. Et là encore, c'est là, il ne faut pas tomber dans une réflexion, je dirais, manichéenne. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé pourquoi dans le roman ces personnes sont accueillies aussi par un certain nombre de groupes ou d'associations de jeunes. C'est parce que je l'ai vu sur place aussi. À Lampedusa, j'ai vu ces jeunes-là qui se battent. L'ancienne maire de Lampedusa, qui était une femme, elle s'était battue vraiment pour accueillir, mais contre un certain nombre de partis politiques en Italie, pour accueillir comment dire, les réfugiés qui venaient de partout. Et ces anonymes, ces pêcheurs dont je parlais, ou d'autres familles, des gens qui ne sont pas fortunés, qui reçoivent, et qui se disent que nous aussi, il y a 40 ans, il y a 50 ans, et on a connu, et en Italie, il y a quelque chose aussi au niveau j'ai envie de dire, du petit peuple, même si j'aime pas cette expression, il y a une conscience de la migration italienne qui est là. Et les gens souvent vont dire que nous aussi, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on partait aussi. Et ça, les gens ne l'oublient pas. Et ces gens-là réagissent, ces gens-là tendent la main. Et c'est quelque chose qui est très très fort et très, même ici en France, j'ai publié il y a 3 ans ou 4 ans un recueil de poèmes qui s'appelle La Marche sur la Terre, dans lequel j'avais un poème dédié à Cédric Héroux. Avant même qu'il publie son livre, comment dire qu'on en parle, on ne s'est jamais rencontré, on ne se connaît pas. Qui est un agriculteur français qui aide, comment dire, les migrants, qui a failli finir en prison parce qu'il tendait la main aux migrants. Et dans ce recueil, il y a un poème dédié à Cédric Héroux intitulé « Un homme a tendu la main ».
Donc pour moi, ce qui m'émeut, moi, en tant qu'individu, en plus quelqu'un qui vient du sud du monde, ce qui m'émeut, c'est aussi ces hommes et ces femmes ici qui tendent la main alors qu'ils ou elles ne sont pas obligés de le faire. Et ça, en Italie, on en trouve, pas mal. C'est-à-dire ils le font simplement par solidarité humaine. Bon, c'est vrai que nous avons tendance, nous, à souligner ce qui ne va pas, toujours, aujourd'hui, surtout par ces temps de Covid, quand on demande à quelqu'un comment ça va, eh bien, la personne va me dire que, bon, moi j'ai tendance à dire, on finira par arriver, on verra le bout du tunnel. Donc c'est un petit peu ça aussi. Et c'est vrai que dans ces pays, on a un certain nombre d'hommes et de femmes qui se battent contre l'administration dont parlait comment dit Camille et tout à l'heure, contre les difficultés administratives, contre l'utilisation politique d'un côté comme de l'autre, le cynisme des hommes politiques, dans ces pays-là, et qui se battent pour accueillir ces réfugiés, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc il y a énormément, je dirais même beaucoup, de cas heureux, vraiment beaucoup, et ça, bon, bien sûr, on aimerait que l'accueil soit plus facile et qu'on facilite les choses, mais il y a beaucoup de cas, et j'en connais pas mal. Vous êtes resté en contact avec certaines, avec celles dont j'étais le plus proche, oui, donc oui, les histoires se terminent bien en général, enfin bien, c'est pas non plus Byzance, mais ça va, ouais. C'est juste qu'on se dit, mais pourquoi tout ce temps passé à y arriver, alors que ça pourrait être tellement plus simple si on avait un tout petit peu plus d'imagination politique et qu'on voulait bien un peu ouvrir les imaginaires sur ce qu'on pourrait faire, quoi. Vous connaissez très bien l'expression qu'on utilise ici, c'est qu'il ne faut pas créer d'appel d'air. Voilà. Donc si on facilite les choses, c'est que ça va créer un appel d'air. La peur de l'appel d'air. Toute la misère du monde va déferler ici. Ouais. Donc c'est ce que les hommes politiques laissent croire, quoi, en fait. Roberto, qui est en Italie, nous demande, alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais que pouvons-nous faire individuellement, comment s'engager pour aider ces femmes à leur arrivée en France ou en Italie pour se construire un avenir et aussi pour leurs enfants? Il faut passer par les associations. Il y a des dizaines d'associations en Italie qui sont là. Il y a tellement de gens, voilà, on l'a dit, hein, il y a tellement de gens qui sont là pour aider. Il y a mille et une façons d'aider les personnes. Caroline, qui est en France, nous demande quelle place l'environnement, le changement climatique, les catastrophes naturelles ont-ils dans ces migrations de femmes? Dans cette migration en général, mais aussi de femmes, bien sûr. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est un exemple qui est plus proche de moi en tant que Caribéen. C'est, dans mon enfance, il y avait un gros cyclone, on va dire tous les 5-10 ans. 10 ans, ça servait presque de marqueur dans le temps. On se souvenait du nom. On se rappelait le nom, on disait par exemple du temps de tel cyclone. Il y a des cyclones comme ça dont les parents, les grands-parents parlaient, ils disaient que tel cyclone, etc. Donc c'est des cyclones qui arrivaient. Bon, il y avait toujours des dépressions climatiques pendant une période X, c'est comme une saison pour nous, mais ce n'était pas des cyclones marquants. Donc il y en avait tous les 10 ans comme ça, des gros cyclones. Mais aujourd'hui, je suis incapable de me rappeler. Et donc, comme dit Camille le dira mieux que moi, qui est géographe, je suis incapable de me rappeler les cyclones qui se sont, passés il y a 2 ans ou 4 ans, parce que tous les ans, pratiquement, on a 3-4 gros cyclones avec des noms différents. Et avant, on se disait, tiens, voilà, moi je me rappelle, mes parents ou mes grands-parents parlaient de cyclones qui, en plus, comme par hasard, avaient des noms de femmes. Et dans un de mes romans, il y a un personnage féminin, un roman que j'avais publié en 98 qui disait que tout ce qui est catastrophique porte des noms de femmes, donc il faut changer tout ça. Et donc, ma grand-mère parlait souvent du cyclone Hazel ou du cyclone Inès après. Et puis, il a fallu attendre jusque les années fin 70, 79 pour qu'on ait un cyclone qui s'appelle David. Et qui est un cyclone destructeur aussi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma génération va parler du cyclone David. Mais
Après, tout de suite après, 2 ou 3 ans après, on va avoir Hugo, cyclone destructeur. Et après, ainsi de suite, maintenant, tous les ans, tous les 2 ans, on a 5 gros cyclones et on a peur. Donc, ça dit, il y a quelque chose. Moi, c'est ce qui me sert. Je ne saurais pas l'expliquer et avec les mots de Camille, c'est sûr, mais c'est ce qui me sert en tant que Caribéen de repère vraiment pour dire que ce dérèglement climatique existe vraiment, quoi, en fait. Non, absolument. Alors, par contre, la petite nuance qu'on peut apporter, parce que souvent on a très peur de ces migrations environnementales en Europe en particulier, c'est qu'en réalité, ces migrations environnementales qui vont être gigantesques, ce sont souvent, d'ailleurs c'est vrai pour les migrations en général, parce qu'il faut peut-être rappeler quelque chose qui paraît peut-être évident, mais en fait la plupart des migrations ont lieu à proximité. C'est-à-dire qu'en fait ce dont on parle, les migrations vers l'Europe, c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des migrations qui ont lieu à proximité. Donc ces migrations environnementales, ça va d'abord être une pression sur les villes, c'est-à-dire des gens qui vont devoir quitter les campagnes pour les villes, qui vont devoir quitter les littoraux. Alors, je ne parle pas des petits États, et notamment des États insulaires, où là, c'est évidemment catastrophique. Mais en tout cas, en Afrique, par exemple, ce qui va se passer, c'est ça. C'est des migrations internes d'abord. Voilà. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le livre, j'essaie d'insister sur le fait que les motivations de la migration sont toujours imbriquées. C'est-à-dire que je l'ai entendu pas plus tard que la semaine dernière sur un plateau télé, un homme politique qui disait vous comprenez, c'est très simple, on a d'un côté les migrations économiques et de l'autre les migrations de réfugiés, et c'est très simple. En réalité, et je pense que les livres le disent très bien, non seulement au départ les motivations sont imbriquées, mais en plus, au fur et à mesure de la trajectoire, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, les motivations environnementales, les motivations économiques, les motivations politiques, elles sont combinées. Parce que de toute façon, si vous venez d'un pays en guerre, par exemple, c'est évident qu'il y a aussi une dimension économique qui va être de plus en plus prégnante. Et inversement, je veux dire, donc les violences, vous les subissez aussi en route. Donc, tout ça, ce qu'il faut, c'est accepter la complexité de ces migrations, mais ne pas en avoir peur. Parce que, bon, il y a toujours eu des migrations, elles vont continuer, malheureusement les transformations environnementales vont amener à des évolutions, mais paradoxalement, je voudrais insister sur le fait que paradoxalement, plus on en a peur, plus les choses sont difficiles. Voilà. Donc, quand on raconte que les trajectoires de ces femmes sont extrêmement difficiles, c'est aussi parce que nous, on a instauré une espèce de glacis qui fait qu'elles ne peuvent qu'en vivant des épreuves absolument épouvantables, arriver. Et puis ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que les gens qui travaillent sur les migrations expliquent que du moment qu'on facilite les migrations, les gens repartent aussi. Oui. Et ça, c'est tellement évident, mais c'est difficile en même temps à faire comprendre aux décideurs politiques, mais c'est tellement évident en fait. Si on peut circuler, on circule, on ne reste pas sur place. C'est ce que font d'ailleurs les commerçantes haïtiennes. Donc, mais bon. Mais je suis content que Camille ait parlé de la migration de proximité. Et justement, quand on regarde, c'est pendant les périodes de guerre ou les périodes justement de catastrophes climatiques, on se rend compte, si je reste dans mon axe de réflexion sud-sud, on se rend compte combien il y a de déplacements à l'intérieur même de ces pays, en Afrique même. Oui. Dernièrement, il y a un an ou un an et demi ou 2 ans, je suis allé en Afrique du Sud. Il y a un endroit à Johannesburg, mais où il y a que des Nigérians qui sont là, ou des anglophones qui viennent de pays. Et à l'intérieur même, les frontières, jusqu'à présent, dans certains pays d'Afrique, les frontières n'existent pas, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens passent et vont et viennent et se rendent compte le nombre de gens qui s'installent dans ces pays-là. Et on parlait d'Haïti, et si on prend le nombre d'Haïtiens qui vont en République dominicaine, qui est aussi un pays du tiers-monde, c'est la même île, mais ça fait quelque chose de considérable. Et donc, ça n'a absolument rien à voir, par exemple, avec les gens qui viennent ici. C'est-à-dire, ceux qui arrivent ici, c'est vraiment la dernière goutte, j'ai envie de dire, parce que c'est pas... les gens cherchent d'abord refuge ou sortir de leur situation, si c'est en cas de migration économique, eh bien, ils cherchent d'abord à proximité. Donc, ils essayent. Ils essayent vraiment. Donc, ceux qui arrivent ici, c'est rien. Le pourcentage est vraiment très, très faible par rapport à la vraie migration sud-sud, qu'on peut voir, quoi.
Une toute dernière question de Khadija qui est au Maroc. Elle demande quel regard les sociétés des pays de départ portent sur ces femmes qui choisissent de partir. Enfin, qui choisissent ou qui sont forcées de partir d'ailleurs. C'est parce qu'on a beaucoup parlé du regard des pays du Maroc. C'est vrai qu'au Maroc, par exemple, il y a tout un sujet sur ces femmes qui partent seules, notamment sur les Marocaines qui partent travailler en Europe, dans les Émirats, en Libye, etc. Elles sont très stigmatisées. Oui. Elles sont très stigmatisées et on les considère effectivement ou comme des victimes ou comme des putains, avec oui. plein de guillemets. Mais c'est assez... c'est les clichés qui sont souvent attachés aux femmes qui prennent des initiatives. Donc oui. c'est malheureusement, il y a encore beaucoup de stigmatisation des migrations féminines et on est vraiment dans les stéréotypes très souvent, ouais, à la fois dans les sociétés d'accueil et dans les sociétés de départ. Et dans les sociétés de départ, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que si ces gens-là ou ces femmes-là, dans ce cas précis, partent, c'est justement parce que la société de départ n'a pas réussi à retenir ces personnes-là, c'est-à-dire d'un point de vue économique. C'est-à-dire c'est souvent des femmes qui vont à la recherche de travail. Elles ne font pas, c'est pas des voyages de tourisme, comment dire. C'est vraiment parce qu'elles n'arrivent pas à travailler, ou parfois parce qu'elles ont des enfants, et il faut s'en occuper, ou parce qu'elles ont des parents âgés, donc il n'y a pas un système de retraite qui permet, assez solide, qui permette de faire vivre ces familles-là. Eh bien, donc elles sont obligées d'émigrer, tout simplement. Merci à tous les deux. Je rappelle les titres de vos livres. Camille Schmoll, Les damnés de la mer, Femmes et frontières en Méditerranée, c'est paru aux éditions de La Découverte. Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée, aux éditions Sabine Vespizer. Il me reste à vous donner rendez-vous pour les prochaines rencontres, dans le cadre du cycle de rencontres en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP et avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. C'est demain, jeudi 28 janvier à 18h. Maladies émergentes et Covid-19, d'où viennent-elles ? Ce sera une conférence animé par Philippe Grandcola, qui est biologiste, écologue et directeur de recherche au CNRS. Et puis en février, ce sera le retour des rencontres littéraires intitulées « Je viens de loin, j'écris en français », rencontre animée par Bernard Magnier, qui est spécialiste des littératures francophones. Rendez-vous mardi 2 février, le Liban sera à l'honneur avec l'écrivain romancier Amin Mahalouf. Et puis le 11 février, ce sera le tour du Maroc avec une rencontre intitulée « Silence et tabou », rencontre qui réunira un beau plateau, Leïla Slimani, Rachid Benzine et Zainab Faziki. Voilà, tous ces événements, bien sûr, sont gratuits et intégralement en ligne. Merci à toutes et à tous pour votre écoute à distance.